Bonjour et bienvenue dans ce journal. Les titres. Coopération entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda. Une délégation rwandaise du ministère de la Défense en visite en Côte d'Ivoire dans le but de partager l'expérience en matière de reconstruction post-conflit. Le CNT travaille à la mise sur pied d'une nouvelle Libye et annonce déjà une constitution sur la charia. Les femmes craignent que leurs droits soient bridés. 12e atelier international du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la COFENEM. La cérémonie d'ouverture a été présidée ce lundi à Sali par le président en exercice du Conseil. Bienvenue dans ce journal. Laurent Gbagbo, accusé des crimes contre l'humanité, a comparu pour la première fois ce lundi devant la Cour pénale internationale. Lors de l'audience, l'ex-président ivoirien a dénoncé les conditions de sa détention et le rôle joué par les forces françaises lors de sa chute. Abdoulaye Barry. La présidente, je vous remercie de me donner la parole. Je m'appelle Laurent Gbagbo. Pour sa première comparution devant la Cour pénale internationale, l'ancien président ivoirien est apparu en costume cravate, calme mais déterminé à se défendre jusqu'au bout. Cette audience de pure formalité sera transformée en tribune par Laurent Gbagbo qui parle d'une arrestation illégale et pointe du doigt l'armée française. C'est l'armée française qui a fait le travail et nous a remis aux forces d'Alassane Ouattara qui n'étaient pas encore les forces régulière de Côte d'Ivoire. L'ancien président ivoirien s'attaque ensuite à la procédure de son transfert devant la Cour pénale internationale et dit n'avoir pas été informé. Mais c'est comme ça que je suis venu sans rien, sauf avec mon pantalon et ma chemise. Sans rien. Après 30 minutes, la Chambre a décidé de fixer le début de l'audience de confirmation des charges au 18 juin prochain. Âgé de 66 ans, Laurent Gbagbo est accusé d'être le co-auteur indirect de crimes contre l'humanité. Meurtre, viol, actes inhumains et persécutions commis par ses forces lors des violences post-électorales en Côte d'Ivoire. Une poignée de personnes a manifesté devant la Cour pour soutenir Laurent Gbagbo qui affronte pour la première fois la justice internationale. Ses partisans ont annoncé leur retrait des législatives du 11 décembre et du processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est le premier chef d'État africain jugé par la Cour pénale internationale. Coopération entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda. Une délégation rwandaise du ministère de la Défense séjourne à Abidjan. Elle a eu une séance de travail avec des membres du gouvernement ivoirien. Les deux parties veulent procéder à un partage d'expériences, notamment sur le plan du renforcement de la sécurité. La délégation rwandaise, conduite par le général James Kabarebe, a eu une séance de travail avec le ministre délégué à la Défense, Paul Kofi Kofi, et des responsables des forces républicaines de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale. Des présentations ont été faites sur l'état général de l'armée ivoirienne et celui de l'armée rwandaise. Présentations ont suivi d'échanges sur l'expérience post-conflit du Rwanda, une expérience enrichissante qui va servir à la Côte d'Ivoire dans la gestion de la période post-conflit. Ils ont procédé donc après la crise de 1994 à la reconstruction de l'armée par la création d'une nouvelle armée provenant des ex-belligérants. C'est ce que nous sommes en train de faire en Côte d'Ivoire et nous avons été impressionnés et intéressés de connaître comment cela a été fait. Parlant des deux armées, le ministre rwandais de la Défense, le général James Kabarebe, soutient qu'elles vont désormais collaborer pour profiter de leurs différentes expériences. Après le ministère délégué à la Défense qu'a mis sur le ministère d'État, ministère de l'Intérieur. Ici, le ministre Ahmed Bakayoko a dit que la Côte d'Ivoire va profiter de l'efficacité avec laquelle le Rwanda a mené sa réforme au niveau de la sécurité. Nous sommes prêts à envisager, dans le cadre de la coopération, l'échange de fonctionnaires de police entre nos deux pays à travers des stages et le renforcement de la lutte contre le grand banditisme. Par ailleurs, le Rwanda est un exemple du point de vue de la politique de cohésion nationale. Il a enfin soutenu qu'une commission mixte ivoiro-rwandaise de sécurité et de défense sera mise en place pour explorer tous les axes de coopération au profit des deux pays.
Les indicateurs économiques du Cameroun sont au vert, mais il faut rester vigilant pour impulser une croissance véritable. C'est l'appréciation de la mission du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. La mission conjointe vient d'achever son évaluation des performances économiques du Cameroun. La stabilité est un bon point. Le climat des affaires doit être assaini. Le chef de mission a été reçu hier par le ministre des Finances. La visite de travail de la mission conjointe Banque mondiale, Banque africaine de développement, Fonds monétaire international s'achève après une semaine d'échanges avec les autorités camerounaises sur le déroulement de l'activité économique en 2011 et les perspectives en 2012. Au ministère des Finances, où s'est effectuée la restitution des travaux d'évaluation des performances économiques, les experts des 3 institutions financières ont estimé que notre pays a fait un pas en avant en 2011 avec un taux de croissance de l'ordre de 4%. L'inflation est assez bien maîtrisée, le cadre macroéconomique stable. Le plus grand défi maintenant, c'est d'augmenter la croissance, ce qui est envisagé en 2012, de manière à continuer le combat contre les inégalités. Il faut faire que l'ensemble des grands projets d'investissement démarrent vraiment de façon effective, que ces grands projets puissent contribuer au développement économique et des infrastructures. Il faut libéraliser le contexte des affaires, il faut rendre les investissements plus attractifs, il faut faire que le système financier soit stable et puisse faire de l'intermédiation. Malgré la crise internationale de la dette, les fondamentaux de l'économie camerounaise montrent qu'il y a une reprise qui ne demande qu'à se consolider à travers des investissements attractifs. Toujours au Cameroun, ouverture à Yaoundé du forum Énergie, eau et environnement, organisé par Electricity Development Corporation. L'événement qui se déroule au Palais des Congrès accueille des participants venus du Cameroun et d'ailleurs. Ceux-ci souhaitent trouver les formules efficaces pour valoriser les potentiels énergétiques dont dispose l'Afrique. Dans le secteur énergie et eau, les ressources et le potentiel de l'Afrique sont énormes. Et ce n'est pas exagéré de dire, comme François Turca, venu des Rhône-Alpes en France, que l'Afrique sera le moteur de la croissance mondiale demain. Dans ce secteur, il faut donc déjà penser à la viabilisation pour une meilleure valorisation. Au Cameroun, le processus est en marche. Cette valorisation a déjà commencé avec la réalisation du barrage hydraulique de Lompanga. En construisant ce barrage très important pour la Sanaga, nous améliorons le débit régularisé que nous porterons à 1000 m3 secondes. C'est pour ça que ce projet de Lompanga est un projet extrêmement stratégique pour l'énergie de notre pays. Le forum de Yaoundé sur le triple secteur énergie, eau et environnement aura également le mérite de donner une idée du développement des partenariats nécessaires à la dynamique de valorisation. Vous avez des opérations purement privées qui, elles, sont faites par des PME, PMI, ces petits moteurs d'excellence dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui, en partenariat avec les entreprises camerounaises, peuvent réaliser, elles aussi, leur part du nouveau développement électrique et de l'eau pour le Cameroun. Le bassin de la Sanaga semble pour le moment être la cible privilégiée de tous les investissements dans le secteur. C'est le plus important du pays avec 77% du potentiel hydroélectrique réparti sur 30% du territoire national. Même les sociétés de distribution d'eau potable pourraient en profiter et au bout, c'est les besoins du consommateur qui seront mieux remplis. Tenue à Rabat au Maroc de la 13e Assemblée générale du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique. Durant une semaine, il sera question d'éducation, d'intégration politique ou encore de changement climatique. Sous forme de carte postale, l'Afrique est assurément belle. La gageure fondamentale du continent, c'est la dynamique de son milliard d'habitants. Mais les défis pour ces 6% de la surface terrestre ont pour nom pauvreté, migration, technologie de l'information. Tous les problèmes en fait au fond qui ont trait avec le développement de l'Afrique dans un contexte de mondialisation, dans un contexte assez difficile, contexte international assez difficile, qui est aussi changeant parce qu'on voit apparaître les nouveaux pays, les nouveaux acteurs. Le Maroc demeure un carrefour politique charnière pour le continent. L'effort fourni pour le Maroc, pour une Afrique unie, libre, indépendante. Les défis sont certes nombreux, mais ils sont ciblés et quantifiés. Tout d'abord, traiter de façon approfondie le sujet de l'enseignement supérieur et la place de l'université africaine dans le développement de ce continent. Mais aussi, nous allons commémorer la cinquantenaire de la conférence de Casablanca
qui a eu lieu en janvier 1961 sous la présidence de feu Sa Majesté le roi Mohamed V. Une telle rencontre s'imposait. Les intervenants ont eu à quantifier aussi bien les besoins de l'Afrique que les moyens d'intensifier une coopération intercontinentale. L'Iran menace la communauté internationale d'une flambée des cours du baril de pétrole si des sanctions devaient affecter ses ventes d'or noir. Pointé du doigt pour l'opacité de son programme nucléaire, Téhéran n'améliore pas son image après l'attaque de l'ambassade britannique et la destruction ce week-end d'un drone américain. L'Iran ne se départit pas de son ton comminatoire. La République islamique menace de faire grimper à $250 le prix du baril de pétrole. Le chef de la commission économique du Parlement iranien ne mâche pas ses mots. Une flambée de l'or noir est inéluctable si l'Europe et les États-Unis imposent des sanctions contre le pétrole et le gaz iranien. Le prix va incontournablement monter en flèche car ce genre de mesures provoque une instabilité dans le marché. En fin de compte, c'est l'Iran qui en tirera profit. Le Sénat américain a voté la semaine dernière des sanctions contre la banque centrale iranienne qui contrôle les transactions sur le pétrole. L'Union européenne a pour sa part élargi la liste des sociétés et des personnalités iraniennes touchées par les sanctions visant le programme nucléaire controversé de Téhéran. Une étude a aussi été annoncée sur de nouvelles mesures contre les secteurs pétroliers et financiers de l'Iran, deuxième producteur de l'OPEP après l'Arabie saoudite. Ces décisions sont infructueuses. Pire encore, elles vont engendrer une réaction contraire à ce à quoi elles sont destinées. Téhéran se détourne déjà du marché européen. Elle développe ses partenariats avec l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Toutes ces mesures ne feront qu'accroître l'animosité des Iraniens à l'égard de l'Occident. La Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et la Turquie sont les principaux acheteurs de pétrole iranien, mais Téhéran vend tout de même 18% de ses exportations aux pays de l'Union européenne, essentiellement l'Italie, l'Espagne et la France. À Tripoli, le Conseil national de transition travaille à la mise sur pied d'une nouvelle Libye, alors que les femmes étaient en première ligne de la révolution. Aujourd'hui, elles craignent que leurs droits soient bridés si jamais les islamistes devaient être à la tête du pays. Ces ruines sont tout ce qu'il reste de Bab al-Azizia. L'ancienne forteresse de Mouammar Kadhafi n'est plus qu'un tas de pierres dans lequel on vient fouiller, dans l'espoir de trouver une mallette de billets cachés. Les Libyens ont décidé de raser ce symbole de 42 ans de tyrannie pour faire place à la nouvelle Libye. Une nouvelle Libye qui inquiète notamment les femmes. Le CNT annonce déjà une constitution basée sur la charia. Si les frères musulmans arrivent au pouvoir, il y aura un durcissement de l'islam, l'instauration de la charia. Nous voulons une solution intermédiaire. Nous ne voulons pas que la femme soit totalement privée de ses droits. La maison de l'ancien guide libyen est toujours debout, mais elle a été brûlée. Le symbole de la fin d'une ère. Un changement pour lequel les femmes se sont aussi battues. Les islamistes qui disent que la femme ne doit pas conduire de voiture, qu'elle doit porter le voile intégral, c'est une chose qu'on ne veut pas dans notre société. À l'université, le sujet des droits des femmes fait débat. Dans un pays où les partis islamistes sont muselés depuis 4 décennies, on se demande comment les choses vont évoluer. Pour cette professeure de droit criminel, il ne faut pas céder à l'inquiétude. Moi, je connais les frères musulmans, je connais leurs idées. C'est vrai que ce sont des islamistes, mais ils sont très ouverts et très modérés. Et ils ont les mêmes objectifs que le peuple libyen. Les étudiantes parlent beaucoup de l'avenir politique du pays. Nombreuses sont celles qui ne veulent pas d'un gouvernement islamiste. Je suis absolument contre. La femme a le droit à l'éducation, elle a le droit de sortir, d'être libre. Elle doit donner son avis dans la société en tant que femme. Devant les bâtiments, l'ancien tabou fait aujourd'hui débat. Ils ne vont être qu'une composante du gouvernement. Mais s'ils prennent le pouvoir, ce sera difficile pour nous. On ne pourra plus étudier à l'université. Si toutes les femmes interrogées reconnaissent l'héritage islamique du pays, toutes craignent une dérive islamiste qui pourrait les priver de leurs droits. Ouverture ce lundi à Saly au Sénégal du 12e atelier international du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la COFINEM. Objectif, renforcer les capacités des délégués venus de 7 pays d'Afrique et d'Asie en matière d'évaluation des équipes nationales du PASEC. Dans le cadre de la gouvernance et du pilotage de la qualité des systèmes éducatifs francophones, la COFINEM, à travers les actions du PASEC, mène des évaluations nationales sur la qualité de l'enseignement basé
sur des critères scientifiques permettant de faire un choix éclairé et améliorer les acquis scolaires. Dire qu'en ce qui concerne le Sénégal, nous avons l'INEAD, qui est une structure d'évaluation très ancienne, mais également performante, et qui d'ailleurs cette année, face à la défaillance des équipes internationales, des consultants au niveau international, ont assuré avec la Confemène tout ce travail. Toutefois, cette rencontre de 5 jours demeure un cadre d'échange et de partage d'expériences sur un sujet important et d'actualité à l'heure où interviennent beaucoup d'innovations et de réformes, à savoir l'évaluation des systèmes éducatifs. Cette fois-ci, on a essayé de définir d'abord les profils des participants. Alors, vous avez dans chaque équipe un informaticien, un statisticien, donc quelqu'un qui a la connaissance des statistiques, et un analyste des données statistiques, donc qui peut bien lire ou rédiger de bons rapports et qui peut bien faire croiser les différents facteurs ou les déterminants de l'amélioration de la qualité. Pour parvenir à cette éducation de qualité pour tous, les pays francophones doivent se doter au niveau national des dispositifs nationaux d'évaluation. Notons qu'une visite d'exposition d'art a mis fin à cette cérémonie d'ouverture du 12e atelier international du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confenem PASEC. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Africable Télévision.